Le thème, c'est cette fois décroître pour mieux partager. Alors, si je devais faire une phrase plus longue, c'est pas par la croissance qu'on peut atteindre l'abondance, mais par le partage. Ça serait ça le thème de mon intervention. Alors, le point de départ de cette intervention, alors je reprends largement, je précise tout de suite, le propos d'un article qu'on a écrit avec Michel Lepezan, je ne le vois plus là. Et qui devrait sortir prochainement dans un bouquin collectif où on nous avait questionné sur le lien entre décroissance et partage. Et notre point de départ, c'était de constater, à regret, que la plupart du temps, la décroissance part d'un postulat qui nous semble erroné, qui est celui de la rareté. Postulat de la rareté qu'on retrouve assez logiquement dans tout le discours des limites dont on a parlé assez longuement ce matin. Discours des limites, alors planétaire notamment. Discours des limites qui qui nous expose à plusieurs risques. Le premier risque, c'est de nous conduire à renoncer à la croissance, dans le sens d'aller vers une décroissance à reculons. Faute de pouvoir continuer à croître, il faudrait accepter de décroître. Et puis le second risque, c'est celui de considérer que les limites nous imposent, malheureusement, en quelque sorte, un partage. Nous imposent de partager les ressources, les richesses, etc. Donc de développer tout un imaginaire du rationnement qui charrie une logique de pénurie, de rareté, etc. Le problème, c'est que cet imaginaire, c'est celui de la société de croissance. On le retrouve, cet imaginaire de la rareté, on le retrouve au fondement de l'économie. D'une part, l'économie peut être considérée, alors au sens étymologique du terme oikosnomos, la gestion de la maison, comme une bonne gestion des ressources rares, c'est-à-dire ressources rares qu'il faut économiser en quelque sorte. Et puis une deuxième définition de l'économie, qui est celle qui est la définition officielle finalement de l'économie, qui nous a été donnée par Lionel Robbins dans la première moitié du XXe siècle, et qui nous dit l'économie, c'est cette science qui étudie la relation entre des besoins, sous-entendu illimités, et des moyens rares à usage alternatif. C'est-à-dire c'est cette science qui consiste à voir comment est-ce qu'on peut maximiser l'usage que l'on fait des ressources rares à disposition. C'est ça l'enjeu de l'économie. Donc lutter contre la rareté en produisant le plus possible avec ce qu'on a, et je devrais dire avec tout ce qu'on a. Le plus possible avec tout ce qu'on a. Donc ce que je disais, c'est que la plupart du temps, la décroissance, les décroissantes vont partir de cet imaginaire de rareté. Et il y a quelques années, je me souviens plus de l'année, je me tourne vers les membres de la MCD, il y a quelques années, on a fait venir Onofrio Romano lors de nos festifs de la décroissance, donc les universités de la décroissance organisées par la MCD. C'était 2016 ou 2017 2017. Donc on a fait venir Onofrio Romano qui est un anthropologue italien, qui est prof à Rome maintenant, qui est venu fort gentiment. Et je le dirais comme ça, il nous a mis une petite claque intellectuelle, amicale mais appuyée, en nous disant en gros, vous faites fausse route. Vous, décroissants, vous faites fausse route. Donc, vous partez de cette histoire de rareté, de cet imaginaire de rareté. Cet imaginaire de rareté, c'est celui de la société de croissance. Comment est-ce que vous envisagez sortir de la société de croissance si vous reprenez exactement le même imaginaire? C'est ça, en gros, qu'il nous a dit. On l'a écouté religieusement. On a accusé le coup. Et puis, en même temps, on s'est dit, il a vraiment raison. Il a vraiment raison. Alors, je vais essayer de vous exposer son raisonnement. Il nous dit, en substance... La question qu'on doit se poser, c'est pas celle de la rareté. La question qu'on doit se poser, c'est celle de l'abondance. C'est celle de l'abondance, et pour ça, le plus simple, c'est de se tourner vers d'autres anthropologues. J'en cite quelques-uns en vrac. Marshall Solins, anthropologue américain, auteur de Âge de pierre, âge d'abondance. Jacques Lizaud, anthropologue français, auteur de L'économie des Yanomami. Ou Pierre Clastre, anthropologue français et anarchiste. Auteur notamment de La société contre l'État. Et en fait, tous ces anthropologues, parmi d'autres, mettent en évidence le fait que dans les sociétés dites primitives, on consacre peu de temps, alors relativement peu de temps par rapport à nos sociétés, aux activités, alors qu'on pourrait qualifier, alors je ne vais pas parler de travail à côté de Mathieu, des activités de subsistance. Merci Joseph.
On consacre très peu de temps aux activités de subsistance. Et la conclusion à laquelle arrive Marshall Solin, c'est en fait, ces activités sont des sociétés d'abondance, parce que si les membres de je dis ces activités, ces sociétés. Alors je suis déjà intervenu ce matin, je suis parti super tôt de Lyon, en prenant un train à 7 heures, je suis fatigué. Donc si ces sociétés, si les membres de ces sociétés avaient le sentiment de manquer de quelque chose, en fait, il leur suffirait de bosser un poil plus, sans doute, pour répondre de manière plus satisfaisante à leurs besoins. S'ils ne le font pas, c'est sans doute qu'ils estiment avoir suffisamment. Donc ce sont des sociétés d'abondance. C'est ça le raisonnement, et donc c'est pour ça que le livre de Marshall Solin s'appelle Âge de pierre, âge d'abondance, l'économie des sociétés primitives. En fait, ce dont on s'aperçoit en regardant ça, c'est que la rareté est toujours une notion relative. C'est toujours une rareté des moyens par rapport aux besoins. Donc rareté relative des moyens par rapport aux besoins. On le voit aussi dans la définition de Lionel Robbins de l'économie que je citais tout à l'heure. Rareté des moyens par rapport aux besoins. Et à partir de cette conception relative donc de la rareté, on a deux options qui s'offrent à nous. Première option, on joue sur les moyens et on produit le plus possible pour pouvoir répondre à un maximum de besoins illimités. C'est l'option qui a été choisie par les sociétés de croissance qui nous conduit à une situation d'opulence, mais situation d'opulence dans un contexte de manque permanent. Évidemment, une société qui veut toujours plus est condamnée à ne jamais avoir assez. Donc manque permanent. Deuxième option, l'option retenue par les sociétés primitives, jouer sur les besoins. On ne va pas jouer sur les moyens, on va jouer sur les besoins et dire en fait si on limite nos besoins, si on questionne nos besoins, alors il y a une chance pour qu'on ait suffisamment. Et quand je dis il y a une chance pour qu'on ait suffisamment, vous voyez que le prérequis là, le préalable, c'est de se poser la question du suffisant. Question du suffisant qui est tabou ou transgressive dans une société de croissance. Jamais on imagine un ministre de l'économie en France dire « j'ai fait les comptes, en fait on a produit suffisamment cette année, on arrête ». Nous sommes dans une société de croissance, si. J'ai du mal à me figurer Bruno Le Maire, jadis, se lancer dans ce genre de tirade, ou Antoine Arnaud, notre nouveau ministre, dire ouais c'est bon, on a fait les comptes, on a suffisamment. Ouais, vous voyez que dans une société de croissance, il faut forcément toujours plus. Forcément toujours plus, donc ce toujours plus est incompatible avec le suffisant. Or, c'est la condition de l'abondance. Ce qui permet de dire que les sociétés primitives dont parle Marshall Solin sont des sociétés d'abondance, c'est précisément qu'elles ont suffisamment. Elles estiment avoir suffisamment. Petite parenthèse sur le paradoxe de nos sociétés de croissance qui, du coup, tout imprégné d'un imaginaire de rareté, lutte contre cette rareté imaginaire en générant, ce faisant, une véritable pénurie. Véritable pénurie, alors que ce soit de ressources naturelles, mais aussi, on en a parlé, en matière de liens sociaux, de biens relationnels, etc. Donc on lutte contre la rareté, et en luttant contre la rareté, en surproduisant, en surconsommant, on génère une véritable pénurie. Je crois ne rien oublier dans cette première partie. Oui. Donc, je vous disais, cette question du suffisant, c'est une condition de l'abondance. Condition nécessaire, mais pas condition suffisante. Pour qu'on puisse avoir l'abondance, il faut ensuite poser la question du partage. Poser la question du partage, donc ne pas faire de la rareté la raison du partage, mais faire du partage la condition de l'abondance. Le postulat donc, que nous devrions avoir si on suit la logique d'Onofrio-Romano, et j'aurais tendance à la suivre, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être dans une société d'abondance. Alors ça peut paraître indécent de parler d'abondance aujourd'hui, dans notre société par exemple, alors qu'il y a encore en France aujourd'hui plus de 9 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté. Difficile de dire du coup à ces 9 millions de personnes, vous ne manquez de rien, nous sommes dans l'abondance, etc. Ça j'en conviens complètement et donc je dis il y a un gros point de vigilance à avoir là-dessus. Ceci dit, si je raisonne un poil plus, je m'aperçois assez vite qu'il n'y a pas 9 millions de personnes aujourd'hui en France qui vivent dans le manque, il y a pas loin de 70 millions de personnes aujourd'hui en France qui vivent dans le manque. C'est-à-dire que nous avons toutes et tous le sentiment de manquer de quelque chose puisque nous voulons toujours plus. C'est bien qu'il nous manque encore quelque chose.
y compris parmi les plus riches parmi les plus riches. Je suis sûr que si on questionne Bernard Arnault, il nous dira encore qu'il lui manque quelque chose. Donc, y compris parmi les plus riches parmi les plus riches. Et à mon sens, c'est là qu'on doit chercher l'indécence, sachant qu'une fois que je dis ça, je réfléchis encore un peu et je me dis, mais en fait, c'est logique. C'est logique, c'est la consigne même. Dans une société de croissance, nous ne sommes pas censés nous poser cette question du suffisant. On est censé vouloir toujours plus, donc on est censé toujours vivre dans le manque. La conséquence de tout ça, c'est qu'on se retrouve avec une sorte d'opulence misérable, c'est-à-dire une misère dans l'opulence et une misère de l'opulence. Misère dans l'opulence, donc avec toutes les personnes qui se retrouvent en situation de pauvreté aujourd'hui dans une société ultra riche, et misère de l'opulence avec la foule que nous sommes, qui jamais n'est capable de se dire que nous avons assez. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La croissance postule la rareté et génère la misère et la pénurie, l'accaparement, l'exclusion, etc. La décroissance doit pouvoir postuler au contraire l'abondance et organiser le partage pour cela. Donc décroître, concrètement, c'est gérer l'abondance. Comment est-ce qu'on peut gérer l'abondance ? Tu ne m'en voudras pas, Michel, j'ai pris des libertés avec le plan que nous avions retenu dans notre article. J'ai noté 2 principes et 2 points de vigilance. 2 principes et 2 points de vigilance. Un premier principe, c'est que pour que tout le monde ait assez, il faut que personne n'ait trop. Pour que tout le monde ait assez, il faut que personne n'ait trop. Et là, ça rejoint totalement ce que disait Joseph tout à l'heure avec cette histoire de plancher et de plafond. Là, en l'occurrence, il y a un plancher, le assez, et un plafond, le trop. Pour que tout le monde ait assez, il faut que personne n'ait trop. Donc derrière, il y a une logique que je qualifierais d'égalitariste, qui s'appuie sur cette norme du suffisant, le assez et le trop. Alors, quelques éléments sur cette question-là. Si on a une approche égalitariste, il peut être bon d'aller regarder ce qui se passe dans les sociétés égalitaires. Et là-dessus, il y a plusieurs livres qui sont intéressants, notamment je pense à celui de Christophe Darmanjat, qui a écrit donc un livre dont le titre doit être « Conversation sur l'origine des inégalités dans les sociétés ». Et dans ce livre-là, qui est très facile à lire, en plus je le conseille vivement, il nous donne plusieurs exemples de manières dont fonctionnent les sociétés égalitaires. Et ce qu'il nous dit surtout, en introduction, c'est que ces sociétés égalitaires sont peuplées de gens comme vous et moi. Ce sont des gens qui sont aussi vicieux que vous, c'est des gens qui sont aussi vertueux que moi, vraiment comme vous et moi, et malgré tout, qui ont des modes de fonctionnement qui sont radicalement opposés aux nôtres. Et donc on s'aperçoit que ce qui fait qu'on a telle ou telle organisation, c'est une histoire de normes. C'est une histoire de normes. Et donc il nous donne quelques exemples de normes comme ça qui sont assez intéressantes. Alors tout tourne souvent autour de la chasse, du partage du fruit de la chasse. Mais en gros, il y a la question de la propriété et la question du partage de la richesse. Là, je donne quelques exemples sur le partage du fruit de la chasse. Il y a certaines sociétés, enfin plusieurs sociétés dans lesquelles le principe c'est le chasseur n'est pas propriétaire du fruit de sa chasse. Le chasseur n'est pas propriétaire du fruit de sa chasse. Alors il y a différentes options qui sont retenues dans certaines sociétés. C'est les beaux-parents qui sont propriétaires du fruit de la chasse du chasseur. Et puis dans d'autres sociétés, il y a des tabous alimentaires qui disent que si le chasseur mange le fruit de sa chasse, il deviendra malade. Et donc en fait, ce sont des normes qui imposent le partage. De fait, si en tant que chasseur je ne peux pas manger ce que je chasse, je suis obligé de le partager avec tous les autres. Il y a une règle qui est intéressante aussi, une norme qui est intéressante dont il parle dans le livre. Un principe là aussi organisé de partage, c'est dans cette société, c'est celui dont la flèche a touché le gibier qui devient propriétaire de la proie. On arrive à identifier assez facilement les flèches de chacun des chasseurs. Et pour brouiller les pistes, les chasseurs s'échangent les flèches en début de chasse. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on ne peut pas exactement savoir qui est-ce qui a tué effectivement la proie. Et donc à l'arrivée, ce qui se passe, c'est qu'ils s'arrangent pour que ça tourne.
On dit bah, cette fois ce sera toi, celle de la fois suivante, la prochaine ce sera toi, etc. En gros, là aussi, une norme sociale contournée qui permet d'organiser systématiquement le partage. Donc des gens comme vous et moi qui réussissent à mettre en place des principes qui conduisent à avoir une société égalitaire. Donc ça c'est juste quelques exemples pour dire en fait si on veut organiser le partage, il faut se poser d'abord la question des normes qui sont en vigueur dans notre société. Ça c'est le premier principe et derrière il y a évidemment la question de la coopération par opposition à la compétition. Deuxième principe, pour pouvoir partager, il faut partir d'un commun. Pour pouvoir partager, il faut partir d'un commun. Il ne s'agit pas, pour le dire clairement, de concevoir le partage comme le fait de donner à quelqu'un d'autre. Il faut concevoir le partage comme le fait de partager ensemble ce qui est un commun primordial. Quelque chose qui nous appartient à tous en commun et qu'on va pouvoir répartir en part à l'ensemble des utilisateurs de ce commun. Ce qui renvoie derrière à l'origine sociale de toute production. Du coup, c'est Fleur, mais je suis arrivé un peu après, qui devait parler, si j'ai bien compris, des self-made men. Donc là aussi, c'est une remise en cause de cette logique-là, en gardant à l'esprit aussi que les logiques de don, c'est Michel qui parlait de mots ce matin, les logiques de don présentent souvent un risque, donc de don, donc généreusement, je fais don d'une partie de ma fortune à tel ou tel. Ces logiques de don impliquent souvent une logique de domination, ce qui est moins le cas dans la logique du partage. Donc je vous disais, un principe égalitariste d'une part et un principe de commun primordial d'autre part. Deux points de vigilance pour conclure. D'une part, si on parle de partage et si on parle d'abondance, il faut aussi gérer le vertige de l'abondance. Le vertige de l'abondance. Alors, il a été question aussi, c'était Frédéric qui en parlait ce matin, de Georges Bataille. Onofrio Romano est un lecteur attentif de Georges Bataille, et donc il reprend la logique des parts serviles et parts souveraines qui est développée par Georges Bataille. Je me souviens plus si ça a été développé ce matin. Non. Alors j'en dis deux mots. En gros, ce que nous dit Georges Bataille et ce que reprend ensuite Onofrio Romano, c'est que la part servile, c'est la part des richesses qui va nous permettre d'assurer la survie, et on peut dire aujourd'hui d'assurer la vie décente des membres de la société. Nous avons largement assez, nous dit Onofrio, nous avons largement assez pour assurer cette vie décente à tout le monde dans notre société. En fait, je dis nous avons largement assez, mais je devrais dire nous avons largement trop pour assurer cette vie décente à l'ensemble des membres de la société. Et la question qui se pose, et c'est là que commence le vertige, la question qui se pose, c'est que faire de la part excédentaire? Que faire de l'excédent? Et donc cette part excédentaire, c'est la part souveraine. C'est la part souveraine, c'est la part, donc il va falloir décider souverainement de l'usage qu'on veut en faire. C'est pas une histoire de survie, c'est une histoire de, en fait, on a trop, qu'est-ce qu'on va faire de ce trop? Et Georges Bataille appelle cette part la part maudite, précisément parce que derrière, il y a une question existentielle. Donc, il faut se poser la question du sens de la vie. C'est ça qui va être en cause dans cette part souveraine. Ça rejoint aussi ce qui a été dit ce matin. Aujourd'hui, on a tendance à être laissé face à cette angoisse, ce vertige de l'abondance, vu qu'on est incité à laisser libre cours à nos désirs de surconsommation. En gros, nous avons trop et charge à chacun et chacune d'entre nous de consommer le plus possible pour épuiser l'excédent. L'enjeu, là, si on entend gérer l'abondance, et donc pas être dans l'opulence misérable dont je parlais tout à l'heure, l'enjeu, c'est de réussir à se poser collectivement la question de la gestion de l'excédent, la gestion du surplus. Se poser collectivement cette question-là, ça rejoint donc ce que disait Frédéric, en sortant du couple surconsommation privée et austérité publique, pour aller vers une autre combinaison, modération privée et dépenses collectives, prodigalité collective, prodigalité publique. C'est ça qu'il faut réussir à organiser si on veut pouvoir imaginer un partage. Et puis, dernier point de vigilance, une question qui nous reste encore à approfondir avec Michel. On s'était dit,
Donc il y a ces deux parts, la part servile, la part souveraine, part servile pour la vie décente, la part souveraine pour la dépense collective. Il serait sans doute bon qu'il y ait une troisième part aussi pour gérer l'abondance, une troisième part qui resterait indisponible. Une troisième part indisponible, alors qui peut être une part sauvage, qui peut être une part préservée de nos convoitises, de nos appétits, une troisième part inaliénable pour faire en sorte qu'on ne puisse jamais en faire un mauvais usage. Je m'arrête là.